Bonjour et bienvenue au balado Les Exportants, une initiative de Carrefour Québec International. Aujourd'hui, j'ai la chance de discuter avec Rachel Tardif, qui est directrice à l'exportation au sein de notre équipe et qui a développé une belle expertise sur le marché européen. Nous discuterons ensemble des différences culturelles entre différents marchés où elle a eu le plaisir de commercialiser des produits de la mer. Elle discutera aussi de son processus de commercialisation et des bons et moins bons coups qu'elle a fait au cours des dernières années. Je vous souhaite une bonne écoute. Aujourd'hui, j'ai la chance de rencontrer Rachel qui travaille chez CQI depuis quelques temps déjà. Comment ça va, Rachel? Ça va très bien, merci. Catherine, et toi? Oui, ça va bien. J'aimerais que tu me parles un peu de toi, de ton profil, de ton cheminement professionnel. J'ai rejoint, comme tu as mentionné, les CQI en 2019, après un peu plus que 10 ans d'expérience dans le domaine de l'exportation. Je suis gaspésienne d'origine, j'ai étudié à l'Université Laval et j'ai fait plusieurs expériences à l'étranger. J'ai étudié 1 an en Espagne dans le cadre de mes études universitaires. J'ai fait 1 an en Australie et en Asie du Sud-Est. Ensuite, j'ai fait un retour en région en Gaspésie vers les années 2008 pour travailler dans une organisation similaire à CQI, mais pour la région gaspésienne et les îles de la Madeleine. Et ensuite, après près de 4 ans dans l'organisation, j'ai fait le saut privé en tant que directrice générale d'un bureau de vente à l'international pour un consortium de manufacturiers dans les produits de la mer. Donc, vous vendiez du homard, entre autres? Oui, le consortium avait été créé à l'époque d'abord pour la morue salée séchée, OK. qui est un produit qui a été développé depuis plus de 200 ans. Et avec les années, évidemment, les usines ont diversifié leur production et maintenant, le produit vedette est devenu le homard, mais aussi, il y avait des producteurs de poissons de fond, le turbo, le flétan, le hareng fumé et une gamme de produits fumés aussi. Donc, aujourd'hui, on se rencontre pour parler de la commercialisation en Europe. Tu as acquis une solide expérience au travers de ton travail chez Jim Export, où est-ce qu'on s'est d'ailleurs rencontrés en faisant une mission commerciale, entre autres, à Futuralia en France, et aussi par la suite avec le consortium, où est-ce que tu as développé les exportations. Donc, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire là, du consortium, comment ça s'est passé, la commercialisation? Oui, en fait, quand j'ai rejoint le consortium, on était en pleine crise économique dans les années 2009. J'avais d'abord fait des mandats pour eux chez Jim Export et puis on a fait des missions commerciales. Ensuite, j'ai développé comme une relation plus étroite avec eux. Mais l'histoire du consortium a commencé aux États-Unis et en Italie surtout. Parce qu'on parle maintenant de 3e et même 4e génération de relations d'affaires en Italie. Au départ, les producteurs, les propriétaires des usines écrivaient des lettres aux clients italiens pour développer la relation d'affaires. Donc, la façon de commercialiser a beaucoup évolué depuis évidemment. Oui. On a de la misère à s'imaginer qu'on a déjà été dans une commercialisation à l'international par lettre. Donc, maintenant, c'est beaucoup plus rapide. Donc, toi, pour eux, est-ce que dès le départ, tu as été t'établir en Europe quand tu as commencé à travailler pour le consortium? Oui, j'ai été basée à Berlin durant ma première année. Le choix de Berlin n'était pas nécessairement pour développer l'Allemagne, mais pour être centrale pour le développement en Europe en entier. Donc, je pouvais facilement me déplacer en train là, en France, en Espagne, en Belgique, en Angleterre. Et puis, le choix de l'Allemagne aussi, c'était pour me permettre d'avoir un visa de travail assez rapidement. Toi, j'imagine, tu avais le goût d'aventure. Tu es quand même une globe-trotteur. Ils ont vu une opportunité en toi, une Gaspésienne, qu'elle allait les représenter sur le marché européen. Est-ce que ça a amené certains avantages que tu sois sur place?
Oui, beaucoup. J'ai rapidement gagné la confiance des gens en leur indiquant une adresse en Allemagne. Donc, quand je signais mes courriels, j'avais toujours mon adresse de bureau à Berlin. J'ai pu développer des relations avec les bureaux du Québec, les ambassades. J'ai pu aller sur place rencontrer des gens. Quel était le marché le plus important pour le consortium en Europe? Euh, Au départ, c'était l'Italie. Ça reste encore l'Italie pour la morue salée séchée, mais pour le homard, c'est vraiment devenu l'Espagne. L'Espagne et la France. Donc, c'est toi qui as développé l'Espagne et la France pour le consortium. Oui. Donc, si on prend les deux pays, là, où est-ce que c'était, c'est quoi les différences au niveau de ton expérience que tu peux nous souligner? Oui. La France, c'est sûr que la langue aide, malgré le fait qu'il y a des petits ajustements à faire là, au niveau du langage et des expressions. Il reste qu'on parle la même langue, donc c'est plus facile. Mais au niveau de la réglementation, ça peut être quand même assez ardu, là. Les contrats, le développement de la relation de confiance peut être plus long parfois. Mais c'est similaire quand même à l'Espagne. Je crois que dans les deux cas, c'est un processus qui peut être très long parce que avant de développer une relation de confiance à long terme, il faut mettre beaucoup d'efforts pour le développement de la relation personnelle. OK. Donc, d'aller les voir en personne, d'aller à leur bureau, visiter les lieux, se familiariser avec leur production, leur façon de faire à l'interne, la culture d'affaires du pays, etc. C'est vraiment des facteurs importants pour développer une bonne relation d'affaires à long terme. C'est intéressant ce que tu dis là. Je me pose la question, tu as développé aussi l'Allemagne. Tu parlais aussi de la Norvège, je crois. Est-ce que Oui, c'est possible? l'Allemagne a été difficile pour moi. Donc, Oui. j'ai mis beaucoup d'efforts. Pour les Allemands, là, si je peux parler des produits de la mer, peut-être que ça ne s'applique pas Mhm. à tous les produits, mais les Allemands ont réputation sur la qualité, d'être pointilleux là, sur tous les détails, avoir le souci du détail. Et donc, c'est très, très long avant d'intégrer leur réseau. Et je pense qu'il faut être prêt. À l'époque où j'étais basée en Allemagne, on n'était pas prêt pour l'Allemagne. OK. En fait, c'est pas un mythe, là. Les Allemands, c'est vrai. C'est vrai, Sont vraiment sur les détails, puis ils oui. aiment la qualité supérieure. Tu dis que vous n'étiez pas prêt. Un produit de la mer, là, moi, je réfléchis rapidement. Je me dis, bon, un homard, c'est un homard, il n'est pas transformé. Mais non. Euh, on vendait des produits transformés de haut de gamme. OK, OK. Donc, la chair de homard, les queues de homard coupées, surgelées. Et il existe des façons de faire ou des, des, des techniques de production très avancées dans l'industrie et nos usines sont prêtes oui, tout à fait là, à la hauteur de la qualité. Mais par contre, au niveau du marketing et commercialisation, c'est à ce niveau-là qu'on n'était pas prêt. Ah, c'est intéressant. Parle-moi de ça un peu. Oui, parce que je vais toujours me souvenir de ma première fois, ma première participation à une foire commerciale dans le nord de l'Allemagne, où je me suis présentée avec beaucoup d'espoir. Mais après 15 minutes, j'ai fait le tour et j'ai rapidement constaté là, que ça n'aurait pas été possible pour moi de développer des liens d'affaires. Pourquoi? C'était beaucoup des gens locaux qui étaient présents comme exposants. Tous les documents étaient traduits. Nous, on n'avait aucune brochure traduite en langue allemande. Oh, On les avait en anglais. Mais ouais, l'anglais, ça ne passe pas en Allemagne. c'était mal perçu. Et peut-être que ça aurait été bien aussi d'avoir un agent manufacturier ou quelqu'un qui pouvait avoir le contact sur place dans leur langue. Euh, donc, le site web n'était pas à niveau. Donc, il y avait beaucoup encore de travail à faire. Donc, quand on pense exporter,
le site web et la carte de visite, c'est important qu'ils soient parfaits. Je me rappelle lors d'une mission qu'on a fait, je pense que tu étais avec moi. Est-ce possible en Belgique, un Futuralia? Est-ce que tu étais là? Euh, J'étais là avec toi en France. En France, mais pas en En- Belgique. Peut-être pas en Belgique, mais en France, j'étais là, oui. Et on s'est fait reprocher ça. Oh. Les entreprises qui étaient avec nous n'étaient pas toujours au niveau marketing. Donc, ça, c'est primordial. Ça amène la confiance. Tu parles aussi d'avoir quelqu'un de local. Donc, comment est-ce qu'on fait pour trouver quelqu'un de local en qui on peut avoir confiance? En Espagne, tu nous disais, c'est le bureau, c'est l'ambassade qui t'a aidé. Oui, j'ai eu de la chance. C'était ben, une personne qui était déjà dans le réseau, qui était connue. Donc, ça a été plus facile, mais en Allemagne, on n'a pas mis beaucoup d'efforts là-dessus. Donc, OK. j'ai essayé par moi-même. Ça a donné fruit. Après quelques années, là, j'ai bâti quand même des relations d'affaires où ça aurait pu aller plus loin. Après, il y a une question de capacité de production, de volume, etc., qui font en sorte que parfois les contrats n'ont pas été confirmés là, en bout de ligne. Mais la volonté était là et avec les années, on a fait les modifications qu'il fallait au site web, à nos brochures. Pour répondre aux spécifications des Allemands, des pamphlets très détaillés avec les spécifications produits, etc., des fiches produits. Donc, ce sont tous des petites mesures là, qu'on a améliorées avec le temps, mais ça a pris quand même plusieurs années. Comment est-ce qu'on fait pour rebondir quand on arrive dans une foire commerciale, puis là, après 15 minutes, on se rend compte que nos outils promotionnels sont vraiment pas adéquats? Qu'est-ce que tu as fait? Là, je comprends que avec le temps, tu as remis tes choses à jour. Est-ce que tu as fait des suivis quand même avec les gens que tu avais rencontrés là-bas ou tu t'es dit, je prends un temps de recul? J'ai pris surtout un temps de recul pour le marché allemand. Donc, OK. j'ai analysé, j'ai passé ma journée au salon à étudier ce qui se faisait ailleurs. J'ai étudié ma compétition, j'ai pris des cartes d'affaires, j'ai posé des questions, je suis allée parler aux gens, mais sans vouloir vendre, plus Et- dans un mode analyse. OK. Tu as plus appris de ce salon-là que de pousser des ventes. Oui, oui. Maintenant, tu as bien développé l'Espagne et la France. Au niveau de la France, tu disais, est-ce que c'est long à développer la France? Quand même, c'est beaucoup, je trouve, dans le relationnel, aller souper avec le client, aller le voir, l'inviter à visiter nos usines ici. Donc, ça, pour moi, c'est une période de quelques années avant de D'avoir dire réussi. que c'est OK, c'est une relation solide. Ça ne se OK. bâtit pas en 2 mois. OK. Et puis, dans les autres marchés que tu as développés, là, il y a la Norvège aussi. Est-ce que c'était Euh, similaire? Oui, pour la Norvège, c'est surtout une relation d'approvisionnement. Donc, c'était la recherche de fournisseurs. On faisait beaucoup affaire en Norvège pour l'importation de morues et de poissons congelés. Euh, donc, encore là, les fournisseurs choisissent leur relation d'affaires. Ils veulent des relations long terme, des gens de confiance qui payent bien. Donc, la relation de confiance était vraiment importante. Peut-être que c'était un peu moins long. Ça demandait moins en termes de temps. J'ai jamais eu besoin d'aller les voir en personne. On se voyait dans les salons commerciaux un peu partout parce qu'il faut pas oublier que l'industrie des pêches, c'est quand même un petit milieu. Donc, on retrouve facilement les mêmes compagnies dans les salons aux États-Unis, en Belgique, en Espagne. Donc, lorsque je me déplaçais pour faire les salons, je retrouvais facilement nos fournisseurs norvégiens. Mhm. Mais il fallait faire ses preuves, dans le fond, pour les sécuriser, surtout au niveau financier. Euh, et puis, faire quand même beaucoup d'efforts d'entretien, des courriels, des appels pour savoir, pour bâtir la relation.
Donc, si tu avais des conseils à donner sur les étapes, là, une entreprise qui veut commencer à commercialiser en Europe, quel serait le meilleur conseil ou la première étape là, à faire? Je pense que pour moi, c'est bâtir la relation. OK. D'aller voir ce qui se passe, d'aller dans les salons, parler aux gens, bien s'entourer. Pour moi, ça a été le travail avec un représentant ou un agent pour m'appuyer. Pour une autre entreprise, ça peut être une autre stratégie. Ça peut être d'avoir un bureau sur place avec une personne à l'interne qui s'occupe uniquement du pays ciblé. Pour moi, on ne peut pas bâtir une relation long terme sans y mettre de l'effort. Ça, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Le fait, ça, on retourne dans le temps. Tu es basé à Berlin. Tu veux démarcher une entreprise en Espagne. Votre stratégie pouvait ressembler à quoi? Ça dépendait des produits. Donc, si je peux parler pour le homard congelé entier, rond, il fallait passer du volume. Donc, la stratégie, vraiment, c'était de cibler un partenaire d'affaires qui pouvait prendre des grands volumes. Okay. On a éliminé tous les petits joueurs et on avait quand même beaucoup de compétition des provinces maritimes, donc la compétition directe d'autres producteurs canadiens. Qui ont des grands budgets au niveau marketing et de commercialisation. Donc, c'était un peu difficile de faire des campagnes en compétition avec des grands joueurs sur le marché. Donc, moi, ma stratégie, c'était d'aller un peu plus low profile. Je faisais une approche à la fois sans divulguer un peu dans les médias ou par des campagnes ou par notre site web. Oui, le site web est important pour afficher les produits, etc., mais on n'affichait pas le nom de nos partenaires, par exemple. C'était une approche individuelle avec des partenaires qui n'étaient pas trop grands ni trop petits. C'était des moyennes entreprises qui pouvaient assumer un certain volume. Donc, ces entreprises-là, mais je trouve que la stratégie est intéressante, en fait. Là. C'est la première fois qu'on me pose la question, donc... Non, mais c'est vraiment intéressant parce qu'on se bat contre des gros. Hein, dans le domaine de l'alimentation, c'est des gros. Vous autres, La compétition est féroce. Ça, je peux le croire. Puis là, toi, tu représentes une gang gaspésienne, puis tu arrives un peu comme la gaspésienne en Europe, avec une stratégie de faire un peu partie de leur famille. C'est un peu ça. Eux, j'imagine qu'ils avaient l'impression de faire une découverte. Ben, au début, quand je suis arrivée en Espagne contre les autres compagnies canadiennes, on dérangeait. On dérangeait. OK. Pourquoi? Ça n'a pas été long qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de mettre les bâtons dans les roues. OK. J'ai eu des appels, des menaces. Oh mon Dieu Seigneur! C'est incroyable. Oui, même en Allemagne, je m'en souviens là, que j'ai reçu quelques appels là, qui... C'est ça, c'est essayez pas d'intégrer notre marché. On domine le marché espagnol, il n'y a pas de place pour d'autres. Comment on réagit quand on reçoit des appels comme ça? Il faut juste en rire. Parce que... Rachel, tu m'impressionnes. À la fin de la journée, c'était des produits, on travaille dans l'alimentation, c'est des produits de consommation de masse. Je veux dire, on peut être en compétition et être fâché que quelqu'un essaie de prendre une petite portion de la pointe de tarte. Mais c'est libre marché à tous. C'est comme ça. Quelle a été ta plus belle victoire? De gagner ces gens-là, de gagner quelques clients dans le réseau. Puis quelle raison est-ce qu'ils t'ont donné quand ils t'ont choisi? Qu'est-ce qu'ils disaient? Souvent, on se faisait dire la relation service après-vente, la relation directe avec les producteurs. Donc, les gens aimaient le fait que, même si c'était moi
interlocuteur entre le client et le producteur, mais ils avaient facilement accès au producteur. Donc, pour toute question qu'ils avaient, c'était un lien direct. Alors qu'avec des grandes compagnies, souvent, ils tombaient sur des boîtes vocales ou c'était long à avoir des réponses dans une industrie où tout va vite. Donc, est-ce qu'on peut dire que le groupe de Gaspésiens a été un peu le village gaulois au travers de toute cette grosse industrie-là? peut-être, on peut dire ça. Peut-être un peu, hein? Je pense que le Québec a fait beaucoup d'efforts. Vraiment, le gouvernement s'est impliqué. Dans le fond, après la crise aux États-Unis, beaucoup d'entreprises du Québec ont réalisé qu'on ne pouvait pas mettre tous les œufs dans le même panier, qu'il fallait miser sur la diversification. Et l'industrie au complet s'est rassemblée là, pour mettre les efforts nécessaires pour arriver à conquérir l'Europe et l'Asie. Et l'Asie aussi. Oui, l'Asie, c'était pas le sujet de conversation d'aujourd'hui, mais on a mis beaucoup d'efforts sur l'Asie également. On pourrait s'en reparler parce que ça m'intéresse parler de l'Asie. Si on peut donner un conseil là, sur peut-être les marchés, comment cibler le marché d'exportation en Europe? Parce que là, l'Europe, c'est grand. Puis il y a beaucoup de cultures, c'est très différent. Tu m'as parlé de l'Italie. Un Italien, c'est pas un Français, c'est pas un Espagnol. C'est vraiment différent. Donc, ce serait quoi tes conseils pour cibler le bon marché? Faire une belle analyse de marché, analyse de notre compétition et les opportunités de marché. Dans notre cas, ou dans mon cas, le marché espagnol a été ciblé parce que c'était le deuxième consommateur mondial des fruits de mer, après le Japon. Donc, c'était vraiment naturel pour nous d'aller vers l'Espagne. L'Italie est un grand consommateur de homard, donc ça a été un marché en développement, mais par contre, il y avait quand même une grande différence entre les habitudes de consommation entre les Italiens, les Espagnols et les Français. Okay. Donc, je crois que c'est important de ne pas négliger les aspects culturels et de bien connaître la culture d'affaires du pays avant de sélectionner le marché ciblé. Là, j'ai une question. Là. Les habitudes de consommation, si on y va concrètement avec le homard, quelles sont les différences entre ces trois marchés-là? Pour l'Italie, c'est le marché du vivant qui domine. OK. Donc, si on parle de vendre du homard congelé, ça commence maintenant, en 2020. Oui, c'est en développement encore, mais c'est encore le marché du vivant qui est favorisé. Puis eux, là-bas, est-ce qu'ils ont du homard dans leur mer? Pas la même espèce qu'ici en Amérique du Nord. OK. Donc, ils achètent le homard européen, qu'ils achètent directement des producteurs français ou du nord de l'Europe, qui arrivent par camion, où la logistique est quand même assez... Oui, mais plus simple qu'importer le homard vivant du Canada. Ah, je comprends, tout à fait, tout à fait. Puis le marché espagnol, pour eux... Le marché espagnol était plus ouvert plus rapidement à d'autres options. Le surgelé a pris de l'ampleur sur le marché, donc il y avait vraiment une belle opportunité pour nous. Est-ce qu'eux apprêtent leur homard d'une façon différente? C'est pour ça, c'est les tapas? Oui, beaucoup les paellas, les plats de riz avec des morceaux coupés. Ils sont beaucoup à la recherche de produits de plus bas de gamme aussi pour faire des recettes. Quand on est entré sur le marché, on appelait ça les popsicles. C'était du homard surgelé en tube. Ah, ça se coupe bien. C'est ça, ça se coupe bien. Là. Mais la qualité était moindre, était moins haut de gamme de ce que nous, on proposait. OK. La qualité du Québec était supérieure à ce qu'on retrouvait à l'époque sur le marché. Ah, OK. Puis pour eux, c'était pas comme en Allemagne. En Allemagne, eux, qu'est-ce qu'ils voulaient en Allemagne? En Allemagne, ils voulaient le top. Ils voulaient une qualité encore plus développée. Là. Quasiment mieux que le vivant, là. Ça prenait presque des homards biologiques, non? Oui, c'est ça. C'était surgelé, mais avec des méthodes à la fine pointe de la technologie. Donc. Puis le marché français,
si on le Le compare. marché français était beaucoup pour le vivant aussi, mais avec les deux. Donc, il y avait plus d'opportunités également. Ça ressemblait plus au marché espagnol. Puis là, ces informations-là, est-ce que tu as fini par découvrir que c'était ça, ces spécificités, en parlant avec des acheteurs, en faisant une foire commerciale? C'est comme ça que tu as déterminé les différences? Oui, c'est en visitant les usines, en analysant les méthodes de production, en visitant les foires commerciales, en posant des questions. Fait que Euh, j'imagine ton approche de vente était différente dans chacun des pays, sachant qu'est-ce qu'ils voulaient. oui, exactement. On a adapté notre stratégie à chaque marché. On n'offrait pas nécessairement le même produit en France qu'on offrait aux États-Unis, par exemple. Aux États-Unis, si je vous donne l'exemple, c'était un grand marché pour la chair de homard et les queues de homard qu'on OK. vendait dans les casinos, sur les bateaux de croisière, dans les restaurants, où on fait des mélanges surf and turf, par exemple, là, dans les hôtels. Donc, le marché était quand même très différent aux États-Unis qu'en Europe. Est-ce que tes prix variaient d'un marché à l'autre? Oui. Oui et non. Je vais nuancer ma réponse. Donc, le marché mondial se suit. Et c'est pas évident de trouver le juste prix parce que c'est un domaine où l'acheteur va être très sensible au prix. Donc, une différence de 5 cents la livre peut faire perdre une vente. OK. Donc, il faut être très conscient de ce qui se passe, connaître le prix de la compétition. Et ça demandait énormément de temps pour pour appeler et s'informer sur le marché. Il n'y avait pas d'autre façon de trouver le bon prix que de s'entourer des bonnes personnes pour aller chercher l'information sur le marché américain, européen, asiatique. Puis Donc, ces bonnes personnes-là, c'est qui? c'est une combinaison de collaborateurs, de clients, des agents à quelques endroits. Puis le prix fluctue, Le j'imagine, prix beaucoup. fluctue de jour en jour. Donc, toi, il fallait que tu t'ajustes, puis que Moi, tu c'est ça, calcules. ça faisait beaucoup partie de mon travail au quotidien d'appeler les gens et d'ajuster. Tout est dans la négociation de prix, mais c'était beaucoup un travail de... C'est quand même particulier. C'est pas toutes les industries qui fonctionnent comme ça, là, mais il y a aussi des statistiques, des bases de données où on peut s'abonner là, pour avoir de l'information, mais l'information n'est pas toujours juste. Donc, il fallait quand même se bâtir un réseau pour trouver l'information. Puis toi aussi, tu devais combiner ça avec le taux de change, Oui, j'imagine. Là, tout... le taux de change, on suivait ça de très près. Donc, les propriétaires d'usines, à tous les matins, je pense qu'en se réveillant le matin, c'est la première chose qu'ils regardent. Et c'était très important pour nous de suivre les taux de jour en jour et de prendre des contrats de change pour protéger nos transactions. Puis quand on parle d'une production de homard, le homard, la matière première se pêche, donc ça dépend de la pêche aussi, Oui, si elle a été bonne ou pas. Donc, tu as beaucoup de facteurs à et le gérer. prix aux pêcheurs qui varie aussi. OK. Et dépendamment de l'approvisionnement, est-ce que c'est un pêcheur local? Est-ce que c'est de l'approvisionnement d'ailleurs? Donc, le prix varie et les coûts de revient vont varier en fonction de l'approvisionnement. Donc, j'avais à travailler de près avec les producteurs pour assembler toute l'information pour qu'on puisse ensemble prendre des décisions sur les prix. Si on a à faire un bilan, parce qu'on est déjà au bout de notre temps, ton meilleur conseil à donner est peut-être l'erreur, la plus grande erreur que tu as faite, que Oui. dans le fond, ça pourrait devenir le meilleur conseil. Aller trop vite, Ah, sans être prêt. ouais. Connaître son client. Je me suis fait avoir en Italie avec une compagnie frauduleuse où j'ai vendu 2 containers complets de marchandises qui ont été volés. Ah, c'est épouvantable.
C'est Donc, ça, c'est le moment où j'ai eu plus peur, là. Mais heureusement, j'avais une assurance crédit sur la marchandise. Pour moi, c'était un élément très important. Vous avez été payé, dans le fond, dédommagé pour ce vol-là? Oui. C'est une journée de cauchemar quand ça arrive, ça, quand on apprend que... Mais Donc, ça peut être l'organisation de logistique, une expédition qui se passe mal ou le container tombe dans la mer en bas du bateau. Ou, si on n'est pas bien protégé et on n'est pas prêt, on ne complète pas nos documentations comme il faut pour la conformité douanière, ça peut être désastreux aussi. Je pense que je vais mettre à l'horaire peut-être un balado justement sur comment bien s'assurer pour éviter ce genre de surprise. Ouais, je te remercie beaucoup, Rachel, puis j'aimerais bien qu'on se revoie pour parler des marchés asiatiques. Merci beaucoup, Catherine. Si cet épisode vous a plu, partagez-le avec un ami. Nous serions reconnaissants si vous pouviez noter et évaluer notre série sur Apple Podcasts, Spotify ou à l'endroit où vous écoutez vos balados. Votre recommandation et vos commentaires aideront les auditeurs à nous trouver aussi. Merci! Les Exportants est une production de Carrefour Québec International, tout droit réservé. L'émission est réalisée par l'équipe de CQI. Un merci tout spécial aux invités et aux personnes qui ont participé à la création et à la mise en onde de l'épisode d'aujourd'hui. CQI remercie aussi ses partenaires financiers, Développement économique Canada et le gouvernement du Québec. Vous pouvez obtenir plus d'informations sur Carrefour Québec International sur notre site web au cqinternational.org. On se revoit pour un prochain épisode dans 2 semaines. Merci d'avoir écouté Les Exportants. À bientôt!